Merci de votre fidélité au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Gouvernement du Mali versus Barrick Gold et la grève des acteurs de la filiale bétail viande au Mali. Deux sujets qui vont essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour les aborder, nos invités, M. Modibo Diakité, il est de la société civile. M. Diakité, merci d'être là. Bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers co-débatteurs. Deuxième invité, M. Cheikhoumar Soumano, il est coordinateur du Baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir. Fidèle au poste, hein? Oui, bien sûr, merci déjà pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de la diaspora. Bonsoir à mes co-débatteurs et un clin d'œil aux supporters du Barça. D'accord, aux grandes dames des supporters du Real Madrid. Wow. on félicite celui qui a gagné. D'accord. Docteur Amadou Touré, il est chercheur en sciences politiques. Docteur Touré, merci d'être là. Merci Borou, merci pour l'invitation. Et je réponds aussi à Soumano. S'il veut la guerre, on va déclarer la guerre. Voilà, donc une seule victoire ne signifie absolument rien. Courage au Real. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices d'ici et d'ailleurs. Le quatrième invité qui est déjà dans nos locaux, il va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Il s'agit de M. Mokhtar Sy, il est le président de la génération engagée. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Je l'annonçais pour, disent-ils, protester contre la décision du gouvernement de déplacer certains marchés à bétail hors de Bamako. Les acteurs de la filiale bétail viande observent depuis ce mercredi 23 octobre un mot d'ordre de grève. Conséquence, la viande manque à l'appel au marché de Bamako. Docteur Touré, réaction à cette grève des acteurs de la filiale bétail viande au Mali? Bon, vraiment, cette grève c'était inattendu et vraiment une surprise parce qu'il n'y a pas eu de préavis. Donc, comme je l'ai toujours dit, de manière fortuite et gratuite, les syndicats toujours mettent en branle leur velléité d'opposition face à l'autorité de l'État au détriment du peuple. On a vu le cas du SINABEF et d'autres syndicats qui n'ont que d'intérêt pour eux-mêmes au détriment du peuple. Mais là, c'est vraiment une tristesse. Mais cela étant fait... Est-ce que vous comprenez déjà les motifs avancés? Oui, j'ai compris. Parce que pour eux, l'État a donné pour autorisation d'instruction de déguerpissement de quitter le lieu avec effet immédiat. Donc le motif pour eux, c'est que l'État les puisse leur donner un temps moratoire pour qu'ils puissent prendre des conditions idoines et pour certainement aller sur les sites retenus. Mais les difficultés sont là parce qu'on a vu le cas, avec le cas des marchés de Halle de Bamako, il y a eu des milliards investis pour que le grand marché puisse se déplacer, mais cela n'étant pas fait. Mais force reste à l'État de droit, parce que comme tenu c'est des motif de sécurité d'État, la grève étant faite, est-ce que la grève est une solution? Punir le peuple malien qui certainement a d'autres difficultés, notamment les coupes d'électricité, les multiples problèmes qu'on vit, que le peuple malien est en train de subir. Est-ce que cette grève peut ou aussi pourrait impacter l'État à revenir en arrière? Je ne pense pas. Parce que qu'est-ce que nous avons vu? Toutes les décisions prises avec effet immédiat ont été exécutées dans le temps, notamment effet immédiat pour quitter la CEDEAO, effet immédiat pour le départ de la MINUSMA, effet immédiat pour quitter le G5 Sahel. Donc l'État est dans une dynamique qui n'est pas retourné sur sa décision. Et c'est fait, moi je condamne cette grève parce que les populations n'ont pas été informées. Et aussi c'est une surprise. Donc moi je les appelle plutôt à négocier avec l'État. Et l'État reste généralement le dernier recours. Et l'État aussi, même si ces gens vont être délocalisés, que l'État les accompagne par des mesures, notamment la sensibilisation et des mesures d'accompagnement. Mais cette grève, moi je dirais plutôt c'est la responsabilité collective de l'ensemble de la filière et de l'État aussi, qui certainement ils sont frustrés. L'État peut les appeler, mais cette grève est vraiment une surprise pour nous et ça nous a créé beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas de la viande durant 3 jours. On se contente du poisson? Bon, du poisson pour les co-débatteurs, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation
des crises économiques généralisées. D'accord. Mokhtar, merci de nous avoir rejoints autour de ce plateau. Merci beaucoup, Omar. Mes salutations à l'ensemble des débatteurs, à toi aussi, l'ensemble de nos téléspectateurs, auditeurs du Mali et en dehors du Mali. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir. Monsieur Diakité, déjà sur cette grève de la filière bétail viande au Mali. Moi, je suis d'avis contraire de mon co-débatteur, M. Touré. C'est votre droit, hein? Voilà. Et je suis solidaire aux grévistes. Je comprends leur peine et leur souffrance. Parce que c'est des gens qui sont victimes d'une décision qui n'ont pas été associés au moins de sa prise. Et ils sont frappés de quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Et là, les entreprises sont là, les entreprises de commerce de bétail. Des milliers d'emplois sont en cause. Il est de leur droit de préserver leur emploi, leurs revenus. Et ce que j'ai constaté sur le même plateau, quand le gouvernement a décidé de prendre cette décision de déguerpir les garbales, on a dit il faut aller créer les conditions d'abord avant de prendre la décision. On ne met jamais la charrue envers le bœuf. Et c'est ce qui a été le cas selon vous? C'est ce qui a été le cas selon moi. Et aujourd'hui, ceux-ci, ils vont se retrouver dans la rue, des frustrés, des mécontents qui vont s'ajouter à d'autres frustrés et mécontents et qui vont se retourner contre l'État. Nous n'en avons pas besoin. C'est des Maliens comme nous qui vivent de leur travail à la sueur de leur front, qui méritent le soutien de l'État malgré toutes les crises économiques que le pays traverse. Ceux-ci ne méritent pas de voir les entreprises se fermer du jour au lendemain. Maintenant, les motifs sécuritaires. Est-ce que il y a un boucher qui l'a dit il n'y a pas longtemps, dans la semaine, sur les réseaux sociaux. Et entre bouchers, ils se connaissent. Quand il y a un malfrat parmi eux, ils savent l'identifier et le mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité. Ils sont prêts à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour prévenir les dangers qui peuvent venir de leur côté. Il faut les écouter, il faut les rencontrer et il faut discuter, accepter le dialogue, surtout le dialogue social. La population qui souffre, c'est quand même la victime collatérale. Et cette population comprend ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans cette histoire. Nous, ce que nous savons, quand on a besoin de viande, s'il faut aller à 30 km hors Bamako, approvisionner le district de Bamako en viande, quand ces garbales-là vont être délocalisés, ça va avoir des conséquences sur le panier des ménages. Parce que les prix de viande vont s'augmenter. Avant le début de cette transition, le prix des viandes n'était pas aussi élevé que ça. Mais il y a eu 1000 francs sinon plus qui ont augmenté les kilos de viande. Et encore, on est en train de créer les conditions pour éloigner ceci de la population. Donc, c'est la population d'apprécier avec les grévistes qu'est-ce qui ne va pas. Et si l'État doit revenir sur sa décision, ce n'est pas une loi à ce que je cherche, qu'on puisse voir quelles sont les meilleures décisions à prendre afin que vraiment qu'il y ait un terrain d'entente entre les grévistes et les autorités. Ok, Soumano, est-ce que vous comprenez, hein, comme M. Diakité, le bien fondé de cette démarche des acteurs de la filière bétail-viande? Balou, déjà, moi je vais commencer mes propos en disant mon malaise. Je suis très très mal à l'aise chaque fois que je vois le secteur privé en bras de fer avec l'État. Moi, ça m'attriste énormément. Déjà, moi je pense que ces grèves-là, leurs conséquences premières, c'est des risques par rapport aux emplois. Vous savez, quand vous regardez cette filière, moi j'ai soutenu beaucoup d'acteurs de cette filière, surtout les débiteries, parce que nous avons réfléchi dans un passé récent comment installer des débiteries et on avait mis en place un dispositif où leur matière première était acquise sur la base d'un crédit. Donc c'est pas
ça ne leur appartenait pas. Ils allaient prendre des bétails, l'abattre, vendre, et puis ils ont peut-être leur petite marge qui leur permettent de nourrir leur petite famille. Mais aujourd'hui, quand cette filière, quand ce circuit d'approvisionnement, comme l'a dit mon co-débatteur, de façon brusque a été arrêté, je pense que la question de responsabilité de perte d'emploi, ce n'est pas forcément sur l'État. Il faut que les gens voient cela. 1. De 2, 3 jours, on n'a pas accès à la viande. Pas de préavis. Et même les denrées, les produits alternatifs qui peuvent être le poisson et le poulet. Et je rappelle, au Mali, manger du poisson, c'est un luxe. C'est l'accès à la viande qui est à la portée du Malien lambda. Ça aurait été au Sénégal, il n'y a aucun souci. Au Sénégal, c'est le contraire. Ça aurait été en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. Mais au Mali, il est plus facile d'accéder à la viande que d'accéder aujourd'hui au poulet ou au poisson. Et d'ailleurs, le poisson est encore plus cher parce qu'avec la crise énergétique, cette filière des gens qui approvisionnent en matière de poisson, cette filière était en train véritablement de mourir de sa belle mort. Et donc, si aujourd'hui il y a ce problème qui se pose avec acuité, ça aura forcément des répercussions. Donc, ce que vous craignez, pour moi, la responsabilité, de mon point de vue, ne doit pas forcément être mise sur la tête de l'État. Mais ça doit être plutôt partagé. Et là, pour moi, il faut voir... Est-ce que déjà, Soumano, vous comprenez les raisons avancées par ces acteurs-là? Non, pour moi, vous savez, Balou, moi, j'évite toujours d'être un va-t-en-guerre. J'essaie toujours d'être un conciliateur. Je pense que le dialogue peut prévaloir. Aujourd'hui, quand on arrive à la grève, qui sont les véritables victimes? Moi, je pense que c'est les populations. Dans les deux cas, qu'on reprenne et qu'on applique la décision de l'État, franchement, comme vous l'avez dit, le coût de transport va répercuter sur le prix de revient. Ou alors, quand on reste dans cette situation-là, c'est toujours la population malienne qui va en pâtir. Donc, ce qui pourrait, la solution la plus simple, c'est de dialoguer, de trouver une solution, un terrain d'attente. Maintenant, le reste, ça va venir. Mais si eux, ils sont dans leur posture de ne plus dialoguer, etc., il faut qu'on aille. Parce qu'en finalité, ce n'est pas l'État. C'est les populations qui vont en pâtir. D'accord. Donc moi, je pense que le rôle de tout bon citoyen, c'est de prôner qu'il y ait rapidement le dialogue et que les partis puissent se rapprocher pour véritablement sortir de cette crise-là. Okay. Mokhtar, la viande manque à l'appel dans les marmites, dans nos foyers à Bamako. Réaction par rapport à cette grève des acteurs de la filière viande bétail? Alors moi, je dirais que c'est une situation qui est très triste. Soumano disait le dialogue peut prévaloir. Moi, je dirais que le dialogue doit prévaloir. Parce qu'il faut analyser le contexte dans lequel il y a des tensions, énormément de tensions. On a d'un côté un État qui doit prendre des mesures pour gérer une crise sécuritaire, et de l'autre côté, on a des citoyens, des opérateurs économiques qui doivent continuer à vivre de leur métier et qui doivent continuer à vendre leur bétail et donc à faire leurs affaires. Et ça, c'est difficile. Donc quand il y a un conflit comme ça, chacun a une part de responsabilité pour nous. On ne va pas s'attarder sur les commentaires. La solution, c'est de voir comment on s'en sort. Et dans un exercice qui consiste à, pour tout le monde, à comprendre les enjeux et donc à aller vers un mécanisme de dialogue où chacun va peut-être laisser quelque chose pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que le gouvernement peut laisser? Qu'est-ce que les éleveurs... Le gouvernement doit veiller à ce que s'il y a déplacement des marchés, que ce soit dans un environnement qui n'est pas très distant de l'environnement habituel, et s'assurer l'environnement proposé. Voilà, et aussi de s'assurer que tout ce qui pourrait être fait pour les conforter, pour les rassurer, pour les accompagner, le soit, parce que quand on demande à des gens qui ont pris des habitudes dans des zones, les faire déplacer, et même si les raisons sont justifiées, parce que les raisons d'État, la sécurité nationale, ce sont des raisons prioritaires, ce sont des raisons vraiment qui valent la peine d'être avancées quand on gère ce genre de cas. Donc, obtenir le déplacement, mais dans un environnement pas très distant, qui ne va pas impacter, qui ne va pas aussi alourdir
les charges donc des intéressés. Et de l'autre côté, mais que les intéressés aussi comprennent quelque part que bon, nous sommes dans une situation difficile et qu'il faut apprendre à vivre dans la crise et à trouver des solutions dans cette crise-là, s'adapter. Dans tous les cas de figure, il va falloir que quelque part on se rende à l'évidence que nos habitudes de vie doivent changer. Avec la crise sécuritaire qu'il y a, nous devons chacun, c'est vrai que c'est la première responsabilité de l'État que d'assurer la sécurité de tout le monde. L'État, en prenant des mesures, doit aussi s'assurer que les personnes ne sont pas impactées dans leur vie, mais les personnes aussi intéressées doivent comprendre que parfois il faut changer de concept pour être mieux sécurisé et pour également participer à la notion de, comme on dit, de sécurisation pour qu'on soit tous à l'abri. Il ne s'agit pas d'indexer un tel ou un tel, mais les autorités savent les raisons pour lesquelles elles ont pris cette décision. Mais pour moi, quand même, elles doivent accompagner, oui, parce qu'une telle décision doit être forcément accompagnée de mesures pour pouvoir soulager les populations. Mais j'aurais appris que les sites seront déplacés à voire plus de 30 km, 40 km. Ça, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop parce que pour une ville comme Bamako, s'il faut faire 30 à 40 km pour se ravitailler, ça va, je parle sous le contrôle de Soumano, ça aura des répercussions sur le prix et ça va donc augmenter le prix de la viande. Et ça va, sachant qu'on est dans une situation déjà très difficile, oui, s'il faut encore augmenter les prix, le pouvoir d'achat des Maliens n'a pas augmenté, je ne sais pas depuis combien d'années. Donc si jamais on va augmenter les prix encore, ça va être difficile. Donc il faudrait que les autorités encouragent la méthode du dialogue, partent vers eux, continuent à négocier pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour l'intérêt de tous. D'accord. Voilà. Docteur, quelle solution préconisez-vous pour qu'on puisse concilier les deux positions? Oui, avant d'aller vers les perspectives et les scénarios possibles en droit de réponse, parce que c'est que mon collègue a oublié, il y a plus de des milliers des agents de la MINUSMA qui ont été mis en chômage pour des raisons d'État, notamment avec le départ de la MINUSMA, qui sont là, qui en souffrent. Barkhane, toutes les ONG internationales. C'est pas seulement la filière bêta. Cela veut dire quoi? Dans cette histoire de souveraineté, tout le monde a eu sa part et les conséquences sont là. Ce que j'avais dit, c'est pour tout simplement reprendre qu'au Mali, l'histoire des syndicats nous ont montré que les syndicats n'ont d'autre intérêt qu'à défendre leurs syndicats. Nous avons vu le cas du Sinabef, nous avons vu le cas de la filière bataille de grève inattendue. Pour qui? Pour eux d'abord, au détriment de la population. Maintenant, les scénarios possibles, comme on l'a dit, oui, l'État est le premier responsable et le premier garant de la cohésion sociale et de la sécurité. L'État a le droit et le devoir d'entretenir et de sécuriser les citoyens. L'État a le devoir de maintenir la cause. L'État a le devoir de dialoguer avec les citoyens. Mais nul n'est au-dessus de la raison d'État. Quitte à les faire déplacer, je ne sais pas si c'est une loi ou pas, mais c'est l'État qui l'a décidé. Les raisons, l'État ne nous a pas demandé qu'il faudrait les donner. Mais c'est suite à l'attaque du 17 septembre que ces décisions ont été prises. Donc, ces décisions pourraient être prises dans le domaine de la sécurité. Les scénarios possibles, c'est quoi? C'est que l'État les appelle et l'État discute avec eux. Qu'est-ce qui est mieux pour nous tous? Qu'est-ce qui est mieux pour eux d'abord? Et qu'est-ce qui amène à l'État à jouer son rôle régalien qui est la sécurité? Maintenant, qu'à attirer le fer avec l'État, gréver ou pas, cette situation n'est pas la solution. L'État a pris une décision, ils peuvent négocier, ils peuvent rediscuter entre eux et l'État. Nous ne sommes que les perdants dans cette situation. Nous, population, nous souffrons de cette grève. Nous, population, nous souffrons de l'insécurité. Donc, les responsabilités sont partagées entre eux et l'État. Ils peuvent discuter ensemble et trouver des scénarios possibles, quitte à même à trouver un moratoire pour le déplacement. Ça relève de l'État. Mais cette situation de grève, comme Barou nous a posé, 3 jours sans viande, c'est un problème pour nous, les citoyens. Et la première responsabilité, même si c'est l'État, ça revient en d'autres lignes à la filière bétail. Surtout quand on est sorail, c'est encore plus dur. Exactement. Diakité, vous avez voulu réagir? Au fait, l'État a le droit de préserver les emplois. L'État a le droit de protéger l'économie, le secteur privé et d'amoindrir le coût de la vie. On ne prend pas les décisions parce que il y a ça. Les décisions prises sous l'emprise de la colère n'ont pas d'effet aussi important pour la population.
Moi, j'ai dit sur le même plateau que la décision a été prise sous le coup de la colère. Une décision prise sous le coup de la colère, ça a des conséquences. Moi, je ne suis pas surpris que ces grèves arrivent. Et il y en aura d'autres, tant qu'on ne crée pas les conditions du dialogue. Au fait, nous devons éviter de frustrer davantage des Maliens les moins nantis, c'est-à-dire de seconde classe. Ceci-là, nous, les autorités... C'est vous qui êtes en train de faire cette classification. Hein? Oui, mais je vous dis, lui et moi, peut-être sous d'autres cieux, on est encore un peu aisés. Les jeunes qui travaillent au niveau des garbales, qui vivent de ça, qui nourrissent sa famille, tu lui parles de ça, il ne t'écoutera pas. Et il sait qu'il est victime d'une décision dont il n'est ni responsable de loin ni de près. Donc, il faut trouver le juste milieu. Le juste milieu... C'est quoi ce juste milieu? Comment est-ce qu'on préserve la cohésion entre Maliens? Et pour préserver cette cohésion, ça commence par la préservation des emplois. Et les emplois sont en train d'être détruits dans tous les secteurs possibles. La coupure d'électricité a envenimé la situation. Et le départ forcé de certains partenaires ont créé des situations chaotiques. Et encore, ceux qui n'ont aucun pouvoir de décision, ils voient encore leurs opportunités d'affaires se fermer. D'autant qu'ils ont mis des années, des dizaines d'années à mettre en place ces affaires-là. Si on doit vraiment dire que non, c'est des syndicats, ils préservent leurs intérêts, ça c'est la profession libérale qui leur donne ce droit. Donc, ils ont le droit de préserver et de défendre leurs intérêts. Et c'est à nous de comprendre, quand on veut accompagner l'État, de dire à l'État, il faut préserver les emplois. Il faut préserver mettre en place des stratégies de cohésion sociale et les mesures d'accompagnement. Concrètement, est-ce que l'État doit renoncer à ce projet de localisation? Je dirais simplement que l'État doit annuler cette décision. Parce que la décision, pour moi, elle a été prise sous le coup de la colère. D'accord. Voilà. Tout le monde est solidaire par rapport à la question de sécurité et nous soutenons nos autorités par rapport aux questions de sécurité. Mais si il faut créer de l'insécurité à travers certaines décisions qui sont jugées injustes par la population ou par un groupe de population, cela peut être une source d'insécurité aussi. Soumano, l'État doit revenir sur sa décision, au moins pour préserver ce qu'on appelle, pour qu'on revienne à la situation d'antan. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Vous savez... il faut exécuter la décision. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Je vais développer un peu mon point de vue. Vous savez, la grève sauvage, souvent on est confronté au Mali, a été moralisée dans un pays que j'admire beaucoup, qui a trouvé une formule qui ne dérangerait pas véritablement ni les populations, ni les autorités, ni même les travailleurs. Ça, c'est au Japon. Vous savez, au Japon, avec tout ce qu'ils ont connu, ils ont mis en place un modèle de grève. C'est quoi? C'est qu'ils mettent un bandeau rouge et ils continuent à faire le travail. Juste mécontentement. Donc ça, je pense qu'au Mali, on doit réfléchir à ça. C'est vrai que le droit de grève est légal, même reconnu dans la Constitution. Mais moi, je vous dis, toujours est-il qu'en voulant appliquer ces droits ou en voulant réclamer ces droits, on peut aussi créer des problèmes. Donc, ceci étant, oui. Moi, d'entrée de jeu, j'ai parlé de mon malaise face à cette situation parce que c'est le secteur privé. Et je sais que combien de personnes ces gens nourrissent. Je sais quel est l'apport de ce secteur-là. Parce que combien de Maliens mangent la viande? Si on fait le pourcentage, combien de personnes aujourd'hui, même qui ont l'argent, veulent payer la viande, qui n'en ont pas? Combien ces gens-là ont perdu? C'est les 3 jours de non-abattage, les 3 jours de non-vente, parce que c'est une décision qu'ils ont prise. Mais est-ce qu'ils pourront tenir dans le temps? Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Si, d'une part, on reproche au fait que ça, c'est par rapport à tes propos, c'est ta responsabilité en disant que tu penses que l'État aurait pris cette décision sous le coup de la colère. Mais moi, je me dis au contraire, est-ce que le fait de décider de faire une grève aussi sauvage, est-ce qu'on a aussi mesuré... En quoi cette grève est sauvage? Voilà. Non, je dis, mais le fait qu'on ne paye, on ne vend pas. Moi, aujourd'hui, j'avais oublié, moi, je voulais manger de la dibi. Tous les samedis, je mange de la dibi.
Bon, à mon entendement, une grève, c'est une grève qui a été observée sans pouvoir respecter les procédures normales à la matière. Est-ce que les procédures ont été respectées? Je n'en sais rien. Mais justement, d'entrée de jeu, il disait qu'il n'y a pas eu de préavis. Est-ce que les populations, mais donc, Barou, je sais de quoi je parle. Moi, je suis du secteur privé. Je défends la cause du secteur privé. Ici, je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Moi, je dis, il faut qu'on essaie de moraliser les choses. Quand on essaie de moraliser les choses, chacun doit se remettre en cause. Et si chacun se remet en cause, ça veut dire qu'on doit aller vers des solutions. Ça, c'est déjà acté. Mais il ne faut plus qu'à l'avenir, cela, c'est une telle chose. Soumaré, concrètement, quelle est votre recette? Ma solution, il faut déjà une intervention des bons offices. D'accord. Les bons offices, ce n'est pas des représentants de l'État, ce n'est pas les représentants du secteur, c'est les consommateurs déjà. Il faut que l'association, les deux associations de consommateurs proposent leurs bons offices. Parce qu'en ce moment-là, il y a une neutralité. Ils vont rapprocher les partis et chacun va proposer sa solution. Moi, j'ai toujours dit, voilà, j'ai dit quand il y a une solution, tout le Malien se doit de proposer sa solution. Maintenant, on fait le point des solutions les plus pertinentes, on propose aux deux protagonistes. Pour moi, c'est ça la meilleure formule. Mais le fait de rester tel a raison, tel n'a pas raison, pour moi, on ne ferait qu'envenimer. Et les gens vont continuer à souffrir. Donc, moi, je proposerais, déjà, j'en appelle aux deux associations de consommateurs. Oui. Parce que moi, je me retrouve dans ça en tant que consommateur de viande. Je me retrouve dans ça en tant que consommateur de viande. Donc, si les représentants vont proposer de rapprocher les deux parties et de pouvoir entamer le dialogue, moi, je pense que si on fait au maximum 5 jours, on trouvera la solution. D'accord. Allez-y. Moi, je suis et je reste convaincu qu'il faut aujourd'hui que chaque partie fasse des efforts pour s'entendre et pouvoir continuer les activités dans les schémas qui sera décidé par qui a été décidé par les autorités. Je pense qu'il faut aussi quelque part qu'on s'assure. Ce schéma, c'est la délocalisation. Oui, bien sûr. Okay. Cette mesure, pour moi, doit être exécutée, mais suivie. Sinon, votre voisin propose son annulation. Voilà, moi, je propose vraiment parce que ça va nous encore amener dans une situation qu'on ne maîtrise pas forcément. Revenir sur cette décision, ça m'étonnerait qu'un État aujourd'hui puisse revenir sur sa décision, même si ce serait souhaitable par certaines personnes, mais aujourd'hui, force est de constater que c'est une décision qui est prise. Les raisons qui motivent cette prise de décision peuvent être comprises même par les populations et même par les personnes qui sont impactées. Je pense que s'il y a une colère qui a été exprimée, c'est plutôt de la part des vendeurs, donc des occupants de ces marchés-là. Et c'est justifié, parce que du jour au lendemain, on vous dit il faut vous déplacer parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et ça se comprend. Mais si nous voulons des villes modernes, si nous voulons également qu'on se comprenne sur l'aménagement de nos villes, ce à quoi on aspire, on veut des villes modernes, bien équipées, avec des espaces pour tous, avec une sécurité pour tous. Il faudrait qu'on accepte certaines décisions, qu'on souffre, qu'on prenne la décision de souffrir parfois pour pouvoir avoir mieux demain. Sauf que ce que vous avancez n'a pas été avancé comme raison par le gouvernement. Non, c'est la raison sécuritaire. Oui, moi je parle de mon point de vue. La raison sécuritaire a été avancée par le gouvernement, mais moi je pense aussi que ça va participer à désengorger nos villes. Quand on regarde dans les plans de nos villes, généralement des villes modernes, ces espaces-là sont plutôt éloignés des centres d'intérêt. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver un terrain d'entente entre le gouvernement, ces personnes qui sont impactées. C'est normal hein, qu'on soit tous impactés. Ça fait 3 jours qu'il n'y a pas de viande sur le marché. Tous les foyers sont impactés, que tu sois malien lambda ou malien aisé, ou toutes les classes aujourd'hui sont impactées parce que dans toutes les familles au Mali, on a pris l'habitude de manger de la viande. Oui. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'assure que un équilibre est trouvé sur cette situation, parce que si ça perdure, ça va créer des situations plus difficiles encore.
Autre filière, autre remous dans un communiqué donc rendu public ce jeudi 24 octobre, le ministre de l'économie et des finances, celui des mines, accuse désormais la société minière Barrick Gold de ne pas honorer ses engagements. Quelques heures donc après cette sortie, ce communiqué du gouvernement, la société canadienne a effectivement réagi en rejetant en bloc les allégations du gouvernement du Mali. Docteur Touré, comment vous voyez déjà cette sorte de jeu de pierre entre le gouvernement et Barrick Gold? Barrick. Moi, je pense que Barrick est dans une dynamique de rébellion et de défiance par rapport à l'autorité de l'État. Parce que si l'État ne se fait pas respecter, c'est grave, parce que les secteurs miniers et autres, il y a énormément de désordre, notamment en ce qui concerne l'investissement au niveau local. Les populations n'en bénéficient pas, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de CESCOM, il n'y a pas d'entretien, vraiment c'est de laisser aller. Et il y a une dégradation de l'espace. Donc Barrick Gold, par rapport à l'État, il est important de faire un petit rappel, parce que après 8 mois de négociations, il y a un compromis. L'État a dit que sur initiative, il y a eu des négociations en cours, il y a eu des accords, mais de façon unilatérale, Barrick Gold était dans une dynamique qui n'a pas respecté le contrat. Et le communiqué même prouve que Barrick, c'est des allégations, ils ne reconnaissent pas les faits reprochés par l'État, donc c'est des allégations. Donc c'est pour dire que Barrick Gold, c'est dans une situation de défiance par rapport à l'autorité de l'État. Et Barrick Gold devrait servir de leçon à tous ceux qui viennent au Mali. Et j'en appelle à l'État, moi je les préconise tout simplement, au vu des infractions, de nationaliser les secteurs miniers, notamment les opérations de télécommunication. Donc vous faites déjà fi à la réaction de Barrick Gold? Non, Barrick Gold, ça c'est des tentatives de diversion, parce que l'État est là, l'État a besoin d'argent. Surtout, on a besoin de notre argent. Comme je l'ai toujours dit, le Mali a besoin, les caisses sont vides. Il y a une forte pression sur les impôts, les douanes, les domaines actuellement. Et nous sommes dans une logique d'aller vers les élections. Et pour organiser les élections, on a besoin de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut que Barrick Gold et autres compagnies apprennent à respecter l'autorité de l'État. Sur ce point, vraiment, l'État devrait sévir. Et je pense au final, Barrick Gold sera... les licences vont être retirées purement et simplement. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Au lieu d'accepter les principes, Barrick Gold est en train de défier. Et l'État aussi dans une dynamique de se faire respecter. Et l'État aussi a l'obligation. Surtout moi, ce n'est pas question que l'argent va entrer contre l'État, mais c'est au niveau local. C'est au niveau local qu'il y a beaucoup de difficultés. Non seulement les contrats établis sur les 8 mois de négociation n'ont pas été respectés, qu'est-ce que Barrick Gold aurait dû faire? Il n'aurait dû pas communiquer. L'État, les deux ministères concernés ont fait un communiqué pour dénoncer ce qui se passe. Pour dénoncer et accuser. Dénoncer et accuser. Oui. Il y a même et l'accuser après la parole après. Oui, accuser et menace. Parce que dans le communiqué, il y a une forme de menace qui ne dit pas son nom. Oui, l'État menace Barrick Gold à respecter mordicus le code minier. Et Barrick Gold aussi, mordicus veut ne pas respecter. Ne se sent pas en faute. Ne se sent pas en faute. Parce que là, c'est pour dire que la question qui se pose, c'est la rétroactivité de la loi que Barrick Gold ne voulait pas respecter. Or, au Mali, la loi est connue, force reste à la loi, la souveraineté de l'État doit être respectée. Maintenant, pour finir sur ce point, c'est que je dirais tout simplement, les passes d'armes entre Barrick Gold et les ministres concernés ne devraient pas avoir lieu. Moi, à la place de l'État, je ne discute même pas. Et ils l'ont dit au départ, ils ont les 3 principes actés dans la Constitution. Comme ils ont fait le départ immédiat de la ministre et autres compagnies au détriment des populations, Barrick Gold devrait partir et que l'État devrait être en possession de ses dus. 1. Pour la relance économique. 2. Aussi pour tenir les promesses tenues dans le cadre de la reconversion des milliers de chômeurs. Et l'État peut même accompagner les amis de mon camarade de la filière bétail aussi pour les accompagner dans le cadre de la relocalisation. D'accord. M. Diakité, qu'est-ce que vous savez de cette passe d'armes entre le gouvernement et Barrick Gold finalement? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut préserver la coopération bilatérale et multilatérale. Barrick Gold est une entité et entreprise multinationale qui opère au Mali depuis 30 ans. Donc, qui a accompagné les actions de développement au Mali. Et il y a eu des réformes du secteur minier, le code minier, et l'autre loi concernant les collectivités locales, les populations locales. L'État est dans son droit d'exiger à ses compagnies de renégocier les contrats.
Barrick Gold dit dans ses communiqués de presse qu'ils ont versé 50 milliards après les négociations de septembre, 50 milliards à l'État malien. Et le ministre des Mines et le ministre de l'Économie n'ont pas communiqué là-dessus. Et donc, il doit avoir une transparence en matière de gestion de ces affaires. Qu'on sache c'est quoi le contenu qui a été négocié en septembre et cette somme que Barrick Gold a annoncé verser à l'État, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est extrêmement important. Barrick Gold, il ne faut pas oublier que c'est l'une des plus grandes compagnies minières au monde. Ils défendent que, et ils ont versé ça, c'est pas parce qu'ils se reprochent quelque chose, ou bien qu'ils ont fait, il y a eu des irrégularités dans leurs actions. Seulement, quand l'État a commencé les négociations pour faire preuve de bonne foi, et ils ont décidé de verser les 50 milliards. Mais est-ce qu'on doit faire preuve de bonne foi avec 50 milliards? Oui, 50 milliards. Bon, maintenant, ils disent ils sont pour les solutions à l'amiable, ouverts à la discussion et à la négociation. Moi, je pense bien que, dès temps qu'ils ont annoncé qu'ils vont verser 50 milliards, l'État doit pousser les échanges avec eux. Si peut-être que les 50 milliards ne suffisent pas, d'après peut-être le constat de l'État et les irrégularités que Barrick Gold ne reconnaît pas, comment est-ce qu'on doit sortir de là? Parce qu'un partenaire qui te dit je suis ouvert à la négociation, au dialogue, et qui a travaillé avec vous pendant 30 ans, nous nous sommes dotés d'un nouveau code minier il n'y a pas longtemps. Oui. Ce changement... Et le contenu local. Et le contenu local. Ce changement, ils disent dans leur texte, message de mise en garde, les informations prévisionnelles, de faire attention aux informations prévisionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle les informations prévisionnelles chez eux? C'est-à-dire permettre, annoncer la pluie et le beau temps, d'autant qu'il n'y a pas eu de réalisation. C'est quand il y a des prévisions qui se réalisent dans la pratique, en tenant compte le coût de production, l'aspect sécuritaire et autres que, en ce moment, ils disent qu'ils peuvent venir discuter en fonction des recettes. Mais quelque chose qui n'est pas produit. Et on est en train d'annoncer des choses qui ne se sont pas réalisées et ils ne sont pas dans ça. C'est ce qu'ils disent, mise en garde de l'information prévisionnelle. Donc, l'État doit négocier les contrats avec tous les multinationales, comme avec Barrick Gold et d'autres. Mais quand les négociations sont en cours, peut-être il faut trouver des moyens de pression. Est-ce que vous savez que Soumané n'est pas du tout d'accord avec vous? Oui, non, oui, on va lui donner la parole. Je vais vous retourner la parole. Allez-y, Soumano. Bon, mais là, Barou, vous savez, encore une fois, quand le premier dossier m'a mis mal à l'aise, celui-là me met davantage encore plus mal à l'aise. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours des problèmes quand je vois mon pays envoyer mal à partir avec le secteur privé. Il a dit 30 ans, beaucoup d'actions ont été menées. Mais vous savez, dans ce dossier, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait relever. Il y a eu un audit. Là où je salue nos autorités, les résultats de ces audits ne se sont pas retrouvés sur la place publique. Donc, ce n'était pas comme les autres dossiers où on voit chacun, tu vois, sur un groupe WhatsApp, tu vois. Donc, il y a eu des audits, un audit qui a été fait, qui semblerait être une des recommandations des ANR. L'audit a été fait, et moi je me rappelle, le ministre de l'économie et des finances et le ministre des Mines ont même rencontré le président Assimi, et il y a cette fois-ci sur la télévision nationale, mais encore une fois, en tout cas moi je n'ai pas vu le rapport de l'audit, donc ce qui a été dit, on va discuter sur ces concerts, mais comprenons qu'il y a quand même un audit. Deuxièmement, l'autre élément qui est important, c'est quoi? C'est que l'État joue un rôle dans le secteur minier. Rôle de régulation, rôle de protection et rôle de sanction. Voici les trois rôles que l'État joue avec le secteur privé. Et je comprends aussi l'attitude de Barrick, qui est un partenaire du Mali depuis 30 ans, d'ailleurs qui a été pendant longtemps premier du secteur de production minière.
Et je peux comprendre que Barrick essaye de montrer aussi à la population qu'elle a eu à faire des choses. Et effectivement, elle a fait des choses. Il faut noter que beaucoup de Maliens ont eu des bourses sur le financement de Barrick et qui aujourd'hui sont directeurs des filiales de Barrick ailleurs. Donc ça, il faut le noter. Il y a eu beaucoup d'argent qui sont rentrés dans la caisse de l'État et surtout au niveau de communauté à travers le paiement des patentes. Tout ça, c'est vrai. Mais encore une fois, là, le problème auquel on fait face, on n'a pas tous les éléments ici. Première des choses. Deuxième des choses, il y a un problème de communication. Il y a un problème d'interprétation. Il y a un problème de compréhension. Parce que moi, je vous ai vu vous livrer à un exercice d'interprétation, ça me fait sourire. Parce que si vous étiez un auditeur, je serais plus à l'aise. Mais sauf que malheureusement, vous n'êtes pas auditeur. Donc, vous ne savez pas ce qui a été dit dans ce document d'audit-là. Si l'État, aujourd'hui, fait un communiqué, moi, je mets ce communiqué interministériel sous le coup du principe de la reddition des comptes. Parce que, déjà, je salue le professionnalisme du fait que ce rapport d'audit ne soit pas aussi public. Parce que si on avait tous lu, on serait à l'aise. Les irrégularités que l'État reprocherait à Barrick, peut-être on serait plus à l'aise. Et aussi la réaction, les 150 milliards, sur combien, personne ne sait. Mais on va toujours dire, moi je mets tout ça selon les principes que j'ai indiqués. Donc l'État, dans le cadre du management, management public, il faut une réduction des comptes. Et il faut aussi informer les populations. Maintenant, Barrick aussi va dire, ben, moi aussi j'ai fait des choses. Maintenant, encore une fois, ce que je vais dire, Barrick, vous savez, quand le même problème est intervenu et a surgi entre l'État du Mali et B2Gold, ce que j'ai souhaité, je pense que c'est finalement ça qui avait prévalu, c'était encore le dialogue. Moi, je suis même mal à l'aise que ces passes d'armes se fassent publiquement. Qu'on le fasse dans la plus grande confidentialité, que les écrits restent et que les partenaires se rapprochent. Peut-être qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites que nous ne savons pas. Mais moi, je sais que je vais dire, en tous les cas, celui qui vient chez moi, parce que moi, je sais tous les efforts que je fais pour faire la promotion des investissements au Mali. Et si je vois un investisseur qui vient, qui ne serait-ce que 2, 3, 4 emplois qu'il crée, je suis toujours mal à l'aise de voir cet investisseur avoir maille à partir avec mon État. Monsieur, si sur cette passe d'armes entre des ministres du gouvernement et Barrick Gold. Vous l'avez dit, hein, passe d'armes. Encore une fois, on est dans des difficultés avec des investisseurs. Même si cela peut se comprendre, parce que notre gouvernement, pour ne pas dire nos autorités, ont décidé de donc prendre les choses en main et d'avoir une présence plus significative dans la gestion de certains secteurs stratégiques importants, parmi lesquels donc les mines. Donc si j'aurais cru entendre qu'il y a eu un audit qui a été commandé donc et qui a été la volonté lors des peuples exprimée par le peuple malien lors des assises nationales. Mais je me pose un certain nombre de questions par rapport à cet audit-là. S'il y a eu audit, bon, en tout cas, ça n'a pas été, on n'a pas de connaissance des rapports. Oui, nous avons l'information qu'il y a eu bel et bien audit. Voilà, mais quid donc du rapport? Je pense qu'il y a un exercice de transparence à faire, si tant est que c'était à la demande des Maliens. Et si les Maliens ont demandé un audit, je pense qu'il faudrait la moindre des choses, pour moi le minimum, c'est de pouvoir revenir vers les Maliens. Sauf que peut-être la situation financière d'une entreprise est en jeu, donc la confidentialité peut être... Mais la confidentialité peut porter sur des éléments précis, mais au moins qu'on sache quelles sont les recommandations de l'audit, qu'on ait une lecture claire là-dessus, qu'est-ce qui a été décelé et qu'est-ce qui sera prise comme décision par rapport à la gestion des manquements. C'est ça qui nous intéresse ici. Si les gens ont demandé un audit, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, au moins qu'on ait une visibilité sur ça. Ensuite, ce problème, comme Ousmano l'a dit, il y a pour moi un problème de communication par rapport à cette affaire. Il n'est absolument pas normal que les autorités et Barrick, qui sont deux parties prenantes à une négociation, et qu'on retrouve les courriers sur les réseaux sociaux, que ce soit publié. L'un, pour ceux qui concernent les autorités, disent Barrick n'a pas respecté ça, et l'autre, pour ceux qui concernent Barrick, qui dit oui, on a payé ça. Donc, il y a un quiproquo, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, ce sont des échanges qui doivent se mener dans un cadre purement confidentiel. Et ensuite, les autorités qui ont la charge d'informer les Maliens viendront informer les Maliens après coup.
Mais aujourd'hui, on est dans une situation difficile où un investisseur est pointé du doigt parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre de dispositions. Et donc, l'État pense être dans son rôle d'agir, ce qui est normal, mais en tout état de cause, comme je l'ai dit, sur d'autres conflits, sur celui-là aussi, oui. Le plus important pour moi, et le plus important, ce qui va dans l'intérêt des Maliens, c'est qu'on trouve un équilibre. Et l'équilibre là ne peut pas se faire en dehors ou dans le manquement des intérêts de nos compatriotes. Okay. Il faudrait que le dispositif qui soit défini puisse respecter les textes au Mali. Qu'on puisse trouver un terrain d'entente pour préserver les investissements au Mali. Barrick fait de nombreux investissements, donc faire en sorte que chacune des parties trouve un terrain d'entente, chacune des parties puisse lâcher quelque chose, trouver un équilibre pour pouvoir avancer. Parce que l'objectif pour nous, c'est que l'entreprise reste tout en respectant les règles. Oui. Il faut que l'État aussi puisse lâcher de l'Est pour que ça ne décourage pas les investisseurs. Parce que c'est ça aussi qui est grave. Le risque, hein? Voilà, c'est ça le risque. Quand les entreprises se voient harcelées et parfois donc privées de beaucoup d'opportunités, elles ont, je parle sous le contrôle de Soumano, et le premier réflexe qu'elles ont, c'est de plier bagage, parce que les investisseurs sont découragés. À chaque fois qu'il y a des investissements, beaucoup de choses sont remises en cause. Il faudrait vraiment qu'on arrive à comprendre que si nous voulons une économie prospère, si nous voulons un marché fructueux avec beaucoup d'investissements, donc beaucoup de création d'emplois, beaucoup de richesses, il faudrait qu'on accepte aussi que les entreprises puissent investir sereinement et que ce soit fait dans un environnement de confiance. Surtout, c'est ça qui est important. Voilà, si les entreprises n'ont pas confiance, elles ne viendront pas. Mais, encore une fois, il faudrait le dire, il faut qu'on définisse un cadre, des instruments juridiques qui protègent à la fois l'intérêt des Maliens, mais aussi qui laissent des ouvertures pour les entreprises qui, je le rappelle, sont soumises à d'énormes pressions. Pression fiscale, pression commerciale, pression sociale surtout. Donc, ça a beaucoup d'impact. Docteur Touré, est-ce qu'au regard de la ténère va-t-en guerrière, si je ne fais pas du néologisme, des décommuniqués, est-ce qu'il y a une crainte qu'on arrive à une solution extrême, par exemple? Oui. Un divorce total? Oui, le divorce est déjà consommé parce que dès qu'une société met au défi l'État pour dire que l'État n'a fait que des allégations. Qu'est-ce que vous entendez par divorce consommé? Consommé veut dire les allégations, ils ont porté atteinte à l'autorité de l'État. Il faudrait qu'on reconnaisse ça là au moins. Parce que dans le communiqué du gouvernement, il y a 3 points qui ont été cités. Les infractions sociétales, environnementales et surtout au niveau local. Le site concerné, j'invite tout le monde à aller voir est-ce qu'il y a l'investissement au niveau local. Et là, il faudrait aussi qu'on dénonce la complicité des élus locaux. C'est-à-dire les collectivités ont leur part de responsabilité à ce niveau. C'est-à-dire que l'État aussi devrait sévir au niveau des collectivités concernées, puisqu'on puisse respecter les investissements. J'ai suivi une émission sur le nouveau. Dans les pays où il y a les sites miniers, les pays tels que le Ghana, l'Afrique du Sud, les sites concernés sont plus développés et sont plus enviés par les autres régions. Tel n'est pas le cas au Mali. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi? Moi, je préconise plutôt à l'État d'aller directement, d'attendre l'expiration et ne pas renouveler. Parce que le cas de Barrick va servir de leçon. Sur un audit que j'ai pu lire, le résultat à peu près 500 milliards, vous donnez 50 milliards, c'est minime. Et qu'est-ce que cela va changer? L'État a besoin d'argent, il faut que Barrick nous paye les illégalités, que Barrick puisse rester dans les revenus, dans les droits. Et la loi s'applique à Barrick, nul n'est au-dessus de la loi au Mali. Et aussi, j'invite aussi l'État, non seulement en plus de Barrick, de penser à la nationalisation des entreprises. Parce que qu'est-ce qu'on a? Les Maliens sont là, les diplômes sont là, les Maliens chôment. C'est ça notre difficulté. Et l'État aussi ne fait rien. L'employabilité de l'État, c'est 2%. À la fonction budgétaire. Vous avez vu que l'État devrait aller à l'extrême si Barrick ne revient pas sur des meilleurs sentiments. Vous encouragez l'État à aller à l'extrême avec cette société? Oui. L'extrême, qu'est-ce que vous entendez déjà par extrême? Je suis confus. Quand quelqu'un qui a travaillé à la MINISMA, qui s'est vu en chômage par une décision que nous tous nous avons soutenue,
et qu'à la suite, il y a eu des milliers multinationales qui ont été forcées à partir et qui ont des répercussions sur tous les aspects de la vie au Mali. Éducation, santé, et sécurité, et que ceux qui continuent à soutenir l'État malien, c'est-à-dire l'économie malienne, qu'on fasse croire que ceci-là encore, on doit les pousser à la sortie. D'autant que vous n'avez rien. Ce patriotisme, c'est bon. Moi, je suis de ceux qui pensent que ça marche. Mais ça doit marcher si c'est accompagné dans un cadre de coopération bilatérale et multilatérale équilibré. Et ici, Barrick, dans son communiqué, dit qu'il respecte les textes et les lois de la République du Mali. Et s'ils doivent se conformer à ça, ils n'hésiteront pas à les faire. Les licences doivent être renouvelées en 2026. Maintenant, en attendant, est-ce qu'il faut tout casser? Si lui, il estime que c'est déjà le divorce est consommé, moi je ne vois pas comme ça. Ils ont fait preuve d'ouverture, de dialogue et d'accompagner les autorités maliennes pour trouver des solutions à l'amiable. Sur le plan diplomatique, c'est un langage. D'accord. Donc, il ne faut pas dire que, bon, maintenant, tous nos partenaires, au nom de difficultés de l'État, qu'on doit leur mettre pression pour qu'ils aident l'État à sortir de là, bon an, mal an. Je dis respecter la loi. J'ai pas dit l'État. Les partenaires, ils disent qu'ils respectent la loi. Oui. Ils se reconnaissent dans les textes de la République. Quand ils disent ça déjà, c'est à nous vraiment de trouver les moyens diplomatiques, de communiquer avec nos partenaires pour les rassurer. Quand on n'a pas une bonne politique qui garantit, qui protège le développement du secteur privé, il n'y aura pas de développement. Et les fonctionnaires ne représentent même pas combien pour cent de la population. Les fonctionnaires ne valent même pas 1 million de population. Le reste, c'est le secteur privé. Que des Maliens continuent à dire que non, il faut faire ceci, cela, c'est bon. Mais le secteur privé, c'est le secteur privé qui fait le développement et qui crée la richesse. Moi, en tant que président des jeunes patrons, encore une fois, vous reprenez votre rôle. Oui, voilà, franchement, je suis très mal à l'aise, encore une fois. Mais je pense que le dialogue va prévaloir. Vous savez, chaque acteur joue son rôle, pleinement son rôle. J'ai évoqué tout à l'heure tout ce qu'on l'État fait, régulation, protection et sanctions. Et le secteur privé, on lui demande de créer des emplois, on lui demande de payer, de créer de la richesse, de créer des emplois, mais également de payer les impôts et taxes. Et pour moi, si l'État a 3 casquettes, l'État est en train de faire jouer pleinement ces 3 casquettes. L'État a bien régulé parce que les textes ont été revus. L'État a bien pris des sanctions. Souvent, dans d'autres cas, on a vu des entreprises qui ont été fermées sans problème. L'État est en train aussi de protéger le secteur privé. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'État ne protège pas. L'État vraiment protège parce que toutes les lois, le Mali, quand on essaie de voir du point de vue du climat des affaires, le Mali fait partie des grands réformateurs. Et donc déjà, ça veut dire que l'État aussi protège. En revanche, ce qu'il y a, moi en tant que diplomate des affaires, je ne suis jamais pour le fait qu'on retire une licence à aucune entreprise, qu'elle soit étrangère ou qu'elle soit malienne. Pour moi, il faut toujours faire prévaloir le dialogue. Et le droit ne peut pas toujours résoudre ces questions-là. Ces questions peuvent être résolues dans le cadre d'un dialogue. Et aussi avec que les uns et les autres pensent aux effets sur le développement. Allez-y, Mokhtar. Le responsable politique que je suis dira qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à préserver l'essentiel. L'essentiel pour les Maliens, mieux que la souveraineté, mieux que le principe de contrôler toutes les entreprises, mieux que tout ça. Je pense qu'il faut préserver une économie. Il faut permettre la circulation de ressources. Il faut que l'or des Maliens brille pour les Maliens, comme on le dit. Et moi, je pense que cela est bien possible. Si chacun assume sa part de responsabilité, après un audit, il y a toujours des recommandations. L'opportunité est donnée à chaque partie de corriger les manquements et de s'assumer conformément aux recommandations de l'audit. Donc, je demande aux autorités maliennes de créer toutes les possibilités pour que Barrick puisse continuer à exploiter en respectant les textes maliens,
mais aussi en enrichissant notre secteur privé, en investissant dans notre économie. Je demande à Barrick également de s'assurer désormais du respect des lois et de s'exécuter conformément à ce qui sera pris comme décision par les autorités maliennes dans le cadre des négociations. Sauf Barrick ne semble pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. On est dans une négociation. C'est pour ça que je dis, moi je n'ai pas du tout approuvé le fait que ces négociations se retrouvent sur la place publique, parce que chacun va chercher à se justifier. Et Barrick, en tant qu'entreprise, va tout de suite communiquer pour dire ce que l'État a dit, ce n'est pas vrai. L'État va se braquer. Donc ce n'est pas bon pour la résolution de la crise. C'est pour ça que j'appelle tous les acteurs à rester vraiment dans le cadre du dialogue, à rester dans un principe de confidentialité qui doit obligatoirement gouverner le processus du dialogue. Et une fois que la solution sera trouvée, de la proposer aux Maliens, de communiquer aux Maliens. Mais si on ne communique pas aux Maliens, si on ne parle pas de l'audit, beaucoup me semble dire qu'il a docteur me semble dire qu'il a 500 milliards. Voilà, qu'il a les, moi je n'ai pas quand même les recommandations du dialogue de l'audit. Il nous les faut pour les analyser et pour pouvoir prendre une décision en conséquence. C'est sur cette position, posture équilibriste, que prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé, qui recevait donc comme invité M. Chokmaro Soumano, coordinateur du baromètre, Mokhtar Sy, président de la génération engagée, Dr Amadou Touré, chercheur en sciences politiques, Modibo Diakité, il est de la société civile qui a lancé un gros caillou dans le jardin de Dr Touré. C'est que dans les semaines à venir, il va en tout cas revenir à la charge certainement. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.